suis Michael Abaya pour ceux qui ne sont pas encore rencontrés jusqu'à présent. Et donc, le club de la transition énergétique et l'initiative de Business Mauritius pour parler justement avec les entrepreneurs, les différents secteurs, que ce soit énergie renouvelable, économie d'énergie, mobilité, bâtiment, et pouvoir échanger sur ces grandes thématiques, présenter quelques études, restitutions qu'on a en position, et de pouvoir aussi, autour du networking, pouvoir se rencontrer et avoir éventuellement des solutions qu'on peut proposer aux entreprises. C'est la 3e réunion, 25 juin, 17 septembre aujourd'hui. Donc l'initiative a été lancée le 25 juin. Pour ceux qui souhaiteraient voir un peu ces réunions, c'est aussi disponible en ligne sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on s'est dressé un agenda pour parler mobilité et aussi pour parler aussi bâtiment dans la transition énergétique. Après, l'actualité faisant que c'est une belle opportunité pour nous, nous avons reçu l'accord de principe du Central Electricity Board, le CED, du président pour parler du dernier scheme qui vient d'être lancé ce week-end sur le Medium Scale Distributed Generation. Donc, on va aussi donner un peu de temps et réajuster un peu notre planning, juste pour vraiment vivre l'actualité jusqu'au bout et entendre un peu les nouvelles modalités pour les entreprises qui souhaitent investir dans le solaire. Ça serait super intéressant, surtout que nos amis du CED ont bien pu collaborer là-dessus. Et merci déjà de votre présence. On va commencer par la partie mobilité, avec une étude qu'on a réalisée entre Business Mauritius et nos amis de la coopération allemande GIZ. Donc c'est une étude qui s'est tenue l'année dernière, début de cette année. Et on a voulu avoir une première approche de comprendre la partie réglementaire, la partie institutionnelle autour de la mobilité électrique, et aussi pouvoir faire quelques business cases dans les entreprises pilotes. Donc ces entreprises qui ont bien voulu jouer le jeu, les démontrer, partager leurs données avec les consultants mandatés par GIZ Coopération Allemande. Et donc on avait donc des entreprises Vélogic, Motoco, UBP, Rosy Transport. C'est 4 entreprises qui ont participé dans ce projet pilote. On ne va pas parler de leurs résultats internes d'entreprise. Par contre, on va voir un peu la philosophie, la méthodologie qui a été mise en œuvre dans cette étude. Et je précise dès maintenant, c'est aussi la parole à Thomas, que l'étude n'a pas d'impact direct sur ce que le ministère de l'Énergie est en train de faire actuellement sur un électrique véhicule roadmap. Ça, c'est vraiment le roadmap du ministère, de l'État. Et prochainement, vous pouvez voir des résultats. Nous, ce qu'on a demandé au ministère, c'est qu'il puisse venir aussi présenter dans ce club énergie les résultats. En tout cas, il y a un électrique véhicule roadmap qui a été commandité et réalisé par le ministère de l'Énergie. Nous, le vraiment sur un outil que Business Mauritius, avec nos amis de la coopération allemande, on a fait réaliser. Et ça nous permet aussi d'avoir des interactions avec le ministère, puisqu'on a suivi cette étude, mais on a aussi participé au comité de pilotage du roadmap du ministère. Donc ça nous permet d'avoir des interactions avec eux. Donc, Thomas, vous voulez nous rejoindre. Et si vous me voyez grimacer tout doucement, c'est que j'ai un petit problème de dos. De temps en temps, si vous voyez que je vais taper, ne vous pas, ça va. Voilà, donc Thomas Krimel, s'il te plaît, qui a été le référent qui nous a accompagné, il y a aussi deux autres experts qui nous ont accompagné cette étude, mais le référent qui va nous restituer pendant, si on joue bien le jeu, pas plus de 8 minutes, pour au maximum, après, avoir de l'interaction et des questions avec, enfin, c'est pas si on joue un jeu, je ne vais pas devoir jouer le jeu, parce que je vais veiller à cela. Allez, donc je bascule sur ta présentation. Okay, thank you, Michael, for inviting me here, for giving some results of the study that we commissioned as GIZ with a German institute, Rhein One Institute in Berlin. They are specialized in all sorts of renewable energy topics and in particular also electric mobility.
This study was part of what we call the PDP program development, project development program by our Ministry of Economic Cooperation and activities, all these different partners involved, and our local partner here was Business for Mauritius. Next. So some general conclusions and recommendations. In the study, it's clearly outlined that operating electric vehicles in Mauritius with respect to fuel and maintenance is far cheaper than vehicles with internal combustion engines, that's ICEs. And also, even with the current grid emission, it's at much lower CO2 emissions. However, despite government incentives, we found that especially newly imported vehicles come at still higher investment costs. This is a bit strange because government has already introduced zero excise duty on these vehicles, which of course in comparison to normal excise duty should be a very good advantage. But if you go to car dealers here, you find out that electric vehicles are still quite costly, which shouldn't be the case actually with respect to this. What we have seen is that possible strategies to make better use of EV advantages are, one could think of direct import at cheaper cost, which actually I did 5 years ago with a used vehicle import second hand. I've done 60,000 kilometers here, and I'm recording my fuel consumption or my electricity consumption. I'm calculating 80 rupees for 100 kilometer of energy. 13 kilowatt hours per 100 kilometers, and this is you cannot match this with any internal combustion engine vehicle, and this over 60,000 kilometers at basically no maintenance for the engine over 5 years. And with a second-hand vehicle, I think I'm wondering why I don't see more electric vehicles actually. Other possibility would be leasing arrangements, or also, the type of vehicle is still a bit restricted what is available, but there are different companies going for conversion of internal combustion engine vehicles into electric. This is also something that could be considered. The real benefit which we see with respect to electric vehicles would be through photovoltaic charging solutions in order to beat the grid with respect to renewable energies and to help to improve the emission of the grid. But we see that the grid-connected photovoltaic is still restricted by CEV policy, which is very, in our view, quite conservative. But we see that there can be negotiations that EVs that replace internal combustion engine vehicles. This is an additional business for CEV beyond the normal growth pattern for electricity. It turns business away from fuel to electricity. So this is a new case, and there maybe one should also come to a bit more flexibility with respect to maybe pricing or other facilities. What we also see as opportunities is that especially companies, and we were dealing with these 4 companies, but they are representing a bit a company cases, that companies can install mini grids in connection with maybe a small battery buffer, and then what is written here as V2G technology or V2X, meaning vehicle to either the grid or a mini grid or a home. So one could charge, for instance, electric vehicles during the day with photovoltaic, and use this battery in the evening to charge a home or an office or whatever by using this battery again.
the battery wear and tear is not so much affected because you wouldn't go to deep discharge. For a normal household, even a full charge of a small electric vehicle would last for 1 week of the electricity consumption. So there's quite some buffer in that. So we have some business model specific recommendations. We were looking at these cases for electric buses. I mean, it's nice. I recently saw one of these first electric buses, and it's really a pleasure to see this because it's zero local emission. At least local emission, which, if you see the fumes of the buses, is a big advantage in congested areas. And this could be employed more as a zero emission label for public relations to showcase politicians and citizens of the public benefit of such investment into electric buses, and also as an argument for additional incentives. Then transport operators serving IPPs, this is independent power producers. Here the big sugar factories, they are mostly IPPs. There one could also maybe renegotiate, for the use of electric vehicles, renegotiate transport contracts that includes EV charging at generating facility. Because of course they are selling into the grid at a very cheap rate, but whatever they can use locally, of course, that would come at a big benefit. They cannot sell electricity, but if they make a contract that they only hire the transport vehicles without the energy costs, that could be something where both companies could actually benefit, the IPP as well as the logistics company. For tourist operators, we see opportunities that we would need to have an own or shared charging station at the airport for electric vehicles, so that the tourist operators can make use of that. Because tourist vehicles are often parked at the airport for some time, and then this can be used for recharging, and then they can operate. Distances here on the island are not very big. It's really a case for electric mobility. But tourist operators, they are the vehicles on the road. Next, arrange for charging solutions at overnight parking locations for the electric vehicles, maybe with the drivers, that they can charge at home. Negotiate with destination hotels, also a deal that they have usually their electric golf carts, and then that one can plug in also to recharge. It's also a case. Company vehicles for staff parked at company locations during the day. This is what we found is an excellent opportunity to use solar systems in the offices during the day to charge the company vehicles that are given to the employees, so that would be much cheaper than the current system of paying for the fuel for company-owned cars. Especially there are opportunities if we introduce this vehicle to grid or vehicle to mini-grid technology there. Next. We have some recommendations for Business Mauritius, our partner, to negotiate with government and CEB to consider following measures for buses and public transport, provide additional incentives for electric buses, for instance, to tender certain bus lines to be operated exclusively with electric buses. A different model from the current subsidy scheme, which does not differentiate pollution levels between the buses, because then it would be a case that it's a private sector solution, but one has to, on equal terms, and it's in the public benefit. Install charging stations, public charging stations for electric buses at major municipal bus stations where the buses are parked, so that during the parking time in the bus stations like Capricorn and so on, they can be recharged. Provide taxis is a problem.
because they don't have excise duty, and there are also some other exemptions. And of course that means that those at the moment would not go for electric vehicles. One should think of a different mechanism to support taxis and other exempt vehicles, so that one really wants to promote electric mobility. For the CEB, we would like to suggest, or that Business Mauritius can get in negotiation with CEB to accept commercial companies and individuals to install additional solar PV, maybe for direct charging. Maybe we have the opportunity to discuss this for direct charging of electric vehicles during the day from their own solar without having to sell first to CEB and then buy back from CEB. And this can go, because it's direct, it can go beyond the current scheme. Consider installing own public charging facility at Serra Basin. I would like to see a charging facility here in Event by CEB. It's a business case for them. Allow charging. You have to pay. Sorry? You have to pay. Yes. I'm happy to pay. Allow charging of electric vehicles for paying customers by private producers of renewable energy. That could also be something that is too much restricted in our view at the moment, but that could be an opportunity. And maybe provide for wheeling of electricity generated from renewable energy to branch offices. If a company has a headquarters or a solar installation somewhere, but has branch offices in different places in the island, that CEB just charges for the wheeling of energy from this one place to the remote places for energy generated during the day for operations. Thank you. Ouais. Merci Thomas. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester en français. Oui, pas de Continuer problème. en anglais. Non. Sinon, on va se transformer en vitesse. Ça va aller. Il y a une première chose qui est apparue dans cette étude avec des entreprises qu'on a mentionnées, c'est que la première question qui revient, c'est véhicule traditionnel thermique, véhicule électrique, et tout de suite, les gens disent, si j'ai un véhicule électrique, je dois forcément prévoir une source d'énergie renouvelable, un green charging, quelque chose qui va avec. Est-ce que c'est bon de penser de cette façon, ou est-ce qu'on est capable de comparer technologie par rapport à technologie, de juste se dire qu'est-ce qui est le plus efficient? Est-ce que je dois être connecté au grid directement? Est-ce que je dois avoir ma propre source de charge? Comment on a pu régler ce problème au niveau de l'étude et de nos entreprises qui ont posé la question? Premièrement, en ce qui concerne l'efficacité énergétique, un moteur électrique est beaucoup plus efficace avec l'énergie primaire qui est mise là-dedans en comparaison. Et ça, c'est premièrement. Si on prend que l'électricité du grid, c'est toujours, même au moment, c'est toujours beaucoup plus propre que les... Vraiment, en un instant, je veux dire. Même Avec 20%, non, et bientôt 35%. C'est la première. Moi aussi, quand j'ai importé la voiture, je l'ai directement mis dans mon appartement, dans une prise, et j'ai chargé ça. J'ai fait la comparaison, et c'est l'équivalent avec le current emission factor. Ça serait la comparaison avec un véhicule ICE avec une consommation de fuel de 4 litres par 100 km. Je crois qu'il n'y a personne qui peut l'achever. C'est émission, mais le prix, ça c'est encore autre chose. C'est définitivement beaucoup moins. Mais bien sûr, je suis absolument en faveur de vraiment utiliser l'énergie solaire pour le rechargement des véhicules électriques. Et ça, ça aussi, c'est la différence que, autant que le grid devient de plus en plus propre, c'est la voiture aussi. L'opération de cette voiture-là devient de plus en plus propre. Et ça, c'est la différence aussi avec les autres voitures qui continuent jusqu'à la fin vraiment de contribuer pour les gaz à l'émission d'effet de serre. Ça, c'était ma première question, parce que nous, on avait beaucoup vu sur les entreprises qui aujourd'hui avaient le désir d'avoir ne serait-ce que 2 ou 3 véhicules électriques pour commencer à comprendre comment ça fonctionne avant de passer toute une flotte de véhicules
Et même, on commençait à voir des entreprises qui se disaient peut-être au lieu de payer les transports à l'ONS, je vais commencer à investir dans l'infrastructure et de tout payer tous les mois, et juste de payer le véhicule et la recharge qui va avec. Et donc, on avait vite compris que d'un point de vue légal, rien n'empêche à installer une borne de recharge, puisque c'est comme si j'ai ajouté, j'ai ajouté un compresseur dans mon usine, j'ai ajouté une bouilloire ou un micro-ondes chez moi. Donc, au final, ça c'est légal, mais par contre, ce qui n'était pas possible de faire de point de vue systématique, c'est de dire si je veux avoir du solaire avec, là par contre, il me faut un permis. Et donc, c'est un peu le dilemme que les entreprises ont toujours eu dans cette étude, c'est de se dire oui, je veux bien faire un pas en faisant au moins un projet pilote, à tester quelques véhicules. Et on a essayé de leur dire, et essayer de leur apporter quelques chiffres, pour se dire qu'il ne faut pas tomber non plus dans tout l'extrême, surtout dans une phase de transition, hein, dans tout l'extrême qui est de absolument vouloir avoir cette recharge solaire, ce green charging, notamment s'ils veulent juste tester un ou deux véhicules, ça ne va pas changer de beaucoup, et surtout qu'on est engagé et qu'on y croit fermement au niveau des objectifs de l'État à 35% d'énergie renouvelable en 2025, en à peine 5 ans. Ça c'était un premier point qui est vraiment ressorti, et c'est comme ça qu'on a vu effectivement le bus électrique de Rosy Transport arriver, même si Rosy Transport a une production solaire sur leur usine, mais ça ne veut pas dire que c'est 100% électrique, mais ça veut dire que c'est 100% solaire. Donc clair, on est vraiment dans une phase où on est en train de faire une transition. Et donc, moi je suis ouvert à toutes sortes de questions que vous pourriez avoir, réglementaires, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il n'est pas. Comme j'ai dit, je ne rentre pas forcément dans le détail de ce que les entreprises ont comme données réelles. Ça reste leurs données réelles, et si vous avez souhaité soulever maintenant des commentaires ou des questions, vous avez bienvenue. Voilà, là. Merci. Vous faites passer par rapport au prix. Vous avez fait mention que quand vous avez apporté votre véhicule, effectivement c'est moins cher. Et aujourd'hui, avec les véhicules qu'on a chez les concessionnaires à Maurice, malgré le fait qu'il n'y a pas de taxation là-dessus, le prix reste quand même cher. Est-ce qu'on a des justifications par rapport à ça? Des justifications? Oui. Ce que je pense, c'est vraiment que les grandes usines de producteurs de véhicules qui n'ont pas tellement le marché mauricien est trop petit et pas intéressant parce qu'il y a déjà une grande pression pour l'Europe, l'Amérique de vendre ces voitures électriques-là, et personne n'est intéressé de les envoyer sur un petit marché comme ici. Ça, c'est mon interprétation. C'est aussi, par exemple, j'ai demandé un remplacement pour ma batterie. Ça pourrait être, effectivement, ça pourrait être une question. Ma voiture, c'est 2011. Maintenant, j'ai une portée encore de 90 km de Tamarin à l'aéroport et retour. Ça ne va pas. Et c'est pour ça ma femme n'est pas tellement contente parce qu'il me faut toujours chercher quelque chose là pour recharger avec une prise normale, ce qui est possible, mais il faut attendre peut-être 1 heure. Alors j'ai demandé à Nissan une cotisation pour remplacement de la batterie de la voiture, 18 000 €. Et ça, c'est pour cet argent-là, je pourrais acheter une nouvelle voiture. C'est qu'on a. Et eux aussi, c'est pas la faute de Nissan ici. Ils ont dit c'est que Nissan en Japon leur a dit pour le vendre ici. Et ça ne va pas. Ça veut dire, moi pour l'instant, je suis toujours très content avec ma voiture. Pour ce que je fais ici, normalement, je n'ai pas besoin. Pour l'aéroport, c'est un peu juste, comme j'ai dit, mais là, on peut déjà maintenant, je trouve des solutions qui ne m'empêchent pas de prendre ma voiture pour là. Donc, aller n'importe où. Il y a 2, ça c'est peut-être aussi intéressant pour vous, pour l'instant, il y a 2 fast charging stations, une à Tamarin, directement en face de où j'habite. Comme ça ne me sert pas parce que je charge normalement pendant la nuit. Et l'autre, ça c'est à la station Total Terra.
Ce qui manque toujours, ce qui manque, c'est pour fast charging, il manque seulement une à l'est, à l'aéroport, dans cette région-là. Ce qu'on a accepté de faire, c'est de vous envoyer après par mail, puisque vous avez tout ça. Vous êtes inscrit, en tout cas, si vous n'êtes pas inscrit, juste nous communiquer votre mail après, c'est de vous envoyer le rapport complet, puisque vous verrez les propositions qu'on a faites sur un schéma par rapport à l'infrastructure routière de ville. On a essayé de croiser pour voir où est-ce qu'on pourrait mettre un peu plus de bornes de recharge. Toujours en termes de propositions, des recommandations qu'on fait. Et puis, c'est vrai que cette question est revenue au départ, c'est de se dire que le prix, même sans extraire d'outils, reste élevé. Et c'est la réponse qu'on a eue des concessionnaires, c'est de nous dire qu'en gros, ça reste tellement à la marge, Maurice, sur le marché international, que pour eux, c'est, si je résume bien la pensée, c'est de dire, c'est presque pour être dissuasif de mettre un prix aussi élevé. Il ne faut pas que ça aille trop vite, parce que sinon, ils ne vont pas arriver à suivre. Voilà, si je résume bien, et s'il y a des concessionnaires qui vont me contredire, je ne suis pas sûr de m'en plus, mais c'est vraiment ce qu'on a reçu comme information, c'est de dire que ça reste haut pour ne pas aller trop vite dans le taux de pénétration parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir arriver à suivre. Vous avez d'autres commentaires, remarques? Thank you. I think I have a better solution for you regarding the charging station. Because normally during the daytime you can charge it for different by sanitizing. But during rainy days and the night, you won't be able to charge your petrol. I have developed a system which can work 24 hours. I have a system which where I would use a hydro wind turbine. By this hydro wind turbine, I combine the water and wind and some other type of energy and make the turbine run 24 hours continuously. And I can support your with my system. All right? Merci. Merci pour l'explication. La question, c'est qu'il y avait quelques mois de cela, la candidature, je dirais, de Solutions pour qu'on installe le bornes de recharge à travers différents points de l'île pour qu'on puisse se rebrancher. Des fois, vous arrivez à l'aéroport et que vous n'avez pas de papier, il faut prendre l'avion. Donc, un des soucis que nous avons tous, c'est la volonté de mettre des bornes, oui, mais comment faire pour facturer celui qui vient, parce qu'on le met dans notre zone de stationnement, pas seulement pour nos employés, mais pour quelqu'un comme vous, qui passez là, et ça peut être géolocalisé, vous branchez dessus, mais les systèmes existent. Mais encore une fois, nous sommes à la législation où nous ne pouvons pas réclamer à ce monsieur de nous payer 500, 800, whatever. Et donc c'est là aussi comment dire, un frein justement au développement de ces bornes à travers l'île. Dernier petit point, c'est la recharge électrique, c'est très bien, mais si on se branche le réseau, ça revient même. On consomme de l'électricité, du biofioul, qu'on brûle, etc. Mais beaucoup moins en comparaison. C'est ça que je veux bien dire. Les émissions sont beaucoup moins. Et bien sûr, c'est une question pour CEB, comment vraiment encourager les gens aussi pour aider aux gens qui ont besoin vraiment de chercher. Pour l'instant, c'est une bonne volonté que je demande. Et je prends un café ou des choses comme ça, là, et je paie pour le café, mais je ne peux pas payer pour l'électricité. C'est pour ça, il y a des solutions comme ça au moment, mais pour vraiment que ça peut être utilisé plus largement, bien sûr, il faut avoir des solutions qui sont bien négociées. Pour préciser, nous, on a utilisé ces recommandations-là, comme j'ai dit dans l'introduction, pour participer dans le comité de pilotage du EV Roadmap. Je crois que vous étiez là le 17 septembre quand Dr. Sonoran parlait du Renewable Energy Roadmap for Electricity. Et donc, bientôt il y a ce EV Roadmap qui va sortir. Donc, nous, on a utilisé les recommandations
co-contribuer dans le comité de pilotage. Et on a passé ce message effectivement sur le fait que le cadre régulateur ne permet pas le cadre réglementaire régulateur ne permet pas de vendre de l'énergie électrique, ce qui normalement ne posait pas tellement un souci aux consultants qui rédigeaient le EV Roadmap, puisque dans la plupart des pays, et notamment les pays européens, pour arriver à booster davantage la pénétration des véhicules électriques, le but c'est de dire on ne va pas prendre trop de temps, on ne va pas se focaliser à réécrire les textes de loi, puisque ça va nous engager dans un processus très long, et on va avoir justement à devoir prendre l'avion pour faire pour les emails plutôt que ce qu'on a une voiture pour faire, mais juste de se passer de ça et de simplement proposer de vendre et de payer pour un service. Et pas de vendre et de payer pour l'énergie électrique, mais de vendre et de payer pour un service. Pour un parking privilégié, par exemple, ça aussi c'est une solution. Rester quand même, le fait qui garantit le tarif, mais au final, on s'est rendu compte par notre expérience sur ces marchés européens que, au final, tellement qu'il y a des personnes qui proposent des bornes, etc., c'est que le prix va être dans une compétition qui fait que le client, le consommateur, va toujours essayer d'avoir un prix le plus bas. C'est plutôt de travailler sur un service que de vendre de l'énergie, quelque chose qui n'est pas possible. Juste une question, pour tirer aussi. On sait qu'en Europe, en Allemagne, en France, en Angleterre, les bornes existent, au bord des routes. Les gens peuvent venir, il y a des stations électriques. Comment fonctionne la tarification? Comment est-ce qu'en Allemagne, en France, en Angleterre, le state utility, pour pouvoir peut-être aider à la discussion avec les amis de la CEB, parce que donc, toujours au lendemain, on a changé le rapport avec l'électricité. Donc, c'est quoi le modèle économique qu'a permis en France, en Angleterre et en Allemagne que les utilités nationales de l'État, le prix est calculé comment? Est-ce que c'est calculé par rapport au tarif d'électricité qui existait déjà, mais c'est indexé sur le pétrole, le prix à la pompe, la station-service? Comment est-ce qu'on calcule le prix pour la charge de véhicule électrique sur une pompe électrique, une borne électrique en Europe? Bien sûr, le prix pour le chargement, c'est pas seulement le prix de l'électricité, c'est aussi la station, le parking, l'installation de la borne qui est vraiment très chère. Et ça, il dépend aussi, et si c'est fast charging, c'est beaucoup plus cher, fast charging qu'une borne avec 11 kWh. Bien sûr, si je prends une prise comme ça, combien est-ce que je peux tirer? 2,7 kWh, n'est-ce pas? C'est presque rien, la valeur. Ça, c'est très très bas. Mais quand même, c'est pour ça on me laisse le faire sans payer. Parce que même si j'attends une heure, combien est-ce que je peux tirer? C'est rien, mais ça m'aide à me déplacer ici sur l'île. C'est pour ça. Ici, on n'a pas besoin de beaucoup de bornes. Ça, j'ai eu une discussion avec notre collègue de la AFD. Il a dit, pour encourager, il faut avoir beaucoup de bornes. Ça, c'est pas le cas. À mon avis. Je me demande comment est-ce que les utilities. Oui, et c'est pour ça. Est-ce qu'il y a un tarif, un scheme? Comment ça se passe en Allemagne, en France et en Angleterre? Ce qui se passe là, beaucoup de supermarchés ont installé des bornes gratuites. Parce que pendant que les gens vont acheter quelque chose là, ils peuvent charger leur voiture sans rien payer. Bien sûr, c'est pas normalement, la plupart du temps, c'est pas fast charging station, c'est des stations peut-être à 11 kW. Des choses comme ça. Plus de 20, tranquille. Ouais, oui, ça c'est une chose. Mais les autres bornes, il faut payer, ça c'est. Il y a des chaînes où on peut avoir une carte, avec la carte payée, mais de plus en plus maintenant, ça devient un service, même avec une carte crédit, on peut payer avec un tarif qui est assez plus cher, bien sûr, que l'électricité des entreprises ou l'électricité dans la maison, parce qu'il faut quand même considérer les autres coûts. Bonjour, Anthony Hinosis. Au fait, le charging behavior des véhicules électriques, d'après les études,
Ça ne se fait pas dans les fast charging stations, ça ne se fait pas à l'extérieur sur le parking. Ça se fait chez soi, ou bien quand la voiture est en parking dans les bureaux. Prenez du recul par rapport au feu. Ce n'est pas comme criminel, c'est comme les fous, on ne peut pas aller attendre une heure dans une petrol station pour charger la voiture. C'est juste le confort et le réconfort de savoir que si on va tomber en panne, on peut s'arrêter quelque part pour charge. Mais le charging behavior, c'est pas on va prendre sa voiture, on va aller sur la station pour charging pour aller charge. Si, j'avais juste une question pour notre collègue de l'Agence française de développement, qui est avec nous, et qui travaille en partenariat justement avec Business Motions, l'Agence française de développement, sur, on a souvent parlé sur la ligne de crédit SANREF, SUNREF, qui permet au niveau de la banque, au niveau de l'AFD, de faire des prêts au niveau de l'LCB et la SDM. Ensuite, les deux banques commerciales proposent des prêts au marché mauricien. Et donc, depuis près de 10 ans maintenant, c'est plus de 100 millions d'euros en prêts sur le marché mauricien, 100 millions d'euros. Donc, in fine, les entreprises mauriciennes et quelques résidentielles, parce qu'il y a eu un peu de SSDG, ont emprunté autour de plus de 100 millions d'euros sur 10 ans. On est dans une phase où on est à 75 millions d'euros à disposition du marché jusqu'à l'épuisement 2023-2024. Et je voulais juste qu'il y ait un peu de la nouveauté par rapport à la mobilité électrique, sur qu'est-ce qui est éligible, modalité, parce que c'est une nouveauté dans ce F3. Merci Michael. Donc Kelly Sarano de l'Agence française de développement. Donc sur cette nouvelle phase du programme SONREF 3, les prêts sont gérés par les deux banques partenaires, la LCD et la SDM. On a les projets qui sont éligibles, ce sont des projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, ainsi que des projets genre qui visent à favoriser l'égalité hommes-femmes. Et sur ce nouveau volet du SONREF, on rend éligible également les projets qui visent donc c'est pour les entreprises privées ou publiques qui veulent soit renouveler leur flotte, donc supprimer des véhicules conventionnels par des véhicules électriques ou augmenter leur flotte de véhicules. Et donc les projets qui sont éligibles, ce sont des entreprises ou des privés ou publics qui veulent s'équiper en véhicules électriques, également s'ils veulent s'équiper en borne. Et en plus de ça, il faut que ces porteurs de projets puissent installer des installations, des unités de production d'électricité à partir de sources ENR qui vient à peu près compenser la quantité d'électricité en plus qu'on viendrait demander au réseau. Donc comme tu le précisais Thomas, le but c'est pas d'empirer le bilan carbone du réseau électrique mauricien, et donc du coup on couple en fait, c'est un package. Il faut que le projet soit éligible à la subvention d'investissement SONREF qui est de 5% pour ces projets-là. Il faut qu'on ait un véhicule électrique, une borne et avec la production solaire, éolienne, peu importe, production de. La prime sur l'investissement est de 5%. C'est ça l'intérêt que pourriez-vous avoir à développer ce type de projet. On reste bien sur les flottes de véhicules en entreprise. On a quelques conditions, on pourrait toujours vous demander, moi, Kelly ou même Vimal, qui est le project manager sur SONREF, et on va vous détailler en fait, mais on ne va pas pour l'instant aller jusqu'à le financement de véhicules particuliers. Pour l'instant. Bien sur les flottes de véhicules, on peut financer les compagnies leasing, donc là il faut voir un peu les modalités aussi. Mais au total, le véhicule, la borne, l'installation solaire qui va avec, l'investissement que vous faites, on peut avoir une prime de 5% à travers les facilités bancaires, LCB, SDM, Agence française de développement. Donc à garder en tête par rapport à cela, et comme je dis, pour toujours nous demander des informations. Si vous voulez bien, je passe à notre séquence d'après. Merci Thomas pour cette partie. L'intégralité du rapport sera envoyée.
sauf les données d'entreprise, vous l'avez compris. Et comme je vous ai dit, j'espère qu'on va avoir un représentant du ministère en début de l'année 2020 pour être vraiment dans le EV roadmap, celui de l'État, et voir un peu qu'est-ce qu'il propose comme solution. Et ça sera aussi les recommandations que nous on a fait ici, soit au niveau du gouvernement, soit au niveau du CEB. Vous verrez qu'est-ce qui a pu être accepté ou pas, considéré ou pas, et même c'est un roadmap à 10 ans pour voir la pénétration des véhicules électriques sur 10 ans. Ce que je vous propose, c'est de suivre, comme je disais tout à l'heure, l'actualité et de pouvoir discuter, échanger, poser des questions sur les nouvelles modalités du MSDG Scheme, Medium Scale Distributed Generation, qui est paru vendredi, samedi 29-30 novembre, avec nos représentants du CEB. Tu veux te joindre à nous pour qu'on puisse poser des questions? Tu veux qu'on pose des questions? Non, bien sûr, tu fais forcément. Je vais inviter à venir avec nous. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même des documents, si tu veux les projeter, poser dessus, ou les documents du site web. Et puis, on va avoir des questions-réponses sur les modalités. Premièrement, bonjour. Monsieur Patrick Paul du CEB qui a bien voulu partager son moment avec nous depuis l'apparition, comme je disais, du MSDG Scheme vendredi. Donc, c'est bien accueilli ensemble du club. Et donc, tu voudrais qu'on parle du document. En attendant, juste dire merci à toutes ces choses qui nous donnaient pour parler un petit peu des projets solaires, tout ça. Donc, c'est bon. Bon, je ne vais pas être trop long. Je vais essayer peut-être de parler un peu le monde, je vais poser des questions parce que moi je connais déjà tout le monde. Alors, ça c'est le nouveau plan renouvelable solaire qu'on vient d'annoncer vendredi. Suite aux deux programmes qu'on avait lancés d'octobre-septembre pour les Smart Cities et pour les entités publiques. Donc, c'est bon de citer votre ajout, c'est que sur ces deux programmes, deux plans, Smart Cities et entités publiques, et on l'a fermé juste après avoir pris celui-là, parce qu'on a déjà eu le nombre d'engagement. Peut-être plus qu'on pensait. Donc, la modalité, c'est de travailler sur le même principe, c'est-à-dire du cross-metering. Et nous sommes contents de dire qu'il y a un très grand engouement pour le guide, ce qu'on a lancé. Et celui-là, le même principe, la capacité qu'on a allouée pour la première, pour la première phase, c'est 10 MW. Il est lancé vendredi, ce matin on a reçu. Je ne sais pas. Il faut évaluer les intentions maintenant parce qu'il y a beaucoup d'applications. Les amis qui sont dans la salle là, comme donné, et il y a fait pas mal de demandes. Donc, si jamais on a plus que ce qu'on a envoyé, on va essayer de voir, après avoir fait une bonne analyse, de voir si on pourra prendre plus que 10 MW. Alors, juste une simple question, c'est-à-dire que vous attendez quel type de puissance par rapport à cette installation? Alors, vous avez noté sur la troisième paragraphe, c'est que normalement, le scheme c'est pour les MSDG, c'est-à-dire des capacités au-dessus de 50 kW en général, mais on s'est dit aussi que dans le passé, qu'on avait pas mal de clients qui viennent vers nous pour dire bon, ils n'ont pas besoin des 50 kW, donc on va considérer aussi des systèmes en bas au-dessous de 50 kW. D'accord? Donc, mais là, il faut avant tout évaluer tout ce qu'on a eu. Et nous, on va aller vite. On va aller vite et dire que c'est lui qui est venu en premier et que tous les documents sont bien détaillés. Et là, c'est plus l'expression d'intérêt. Et puis, après l'expression d'intérêt, on va envoyer une lettre d'invitation à tous ceux qui ont obtenu le document bien détaillé pour soumettre l'application
en détail, y compris les équipements qu'ils vont utiliser pour qu'on soit en ligne avec le crypto. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on offre deux options. La première, c'est que si vous voulez aller vous-même pour vous investir, chercher votre fournisseur, pas de souci. L'autre option, c'est qu'il y a des fois qu'on note que quand vous allez chercher un fournisseur, ce n'est pas nécessairement que vous avez un bon prix en termes d'investissement, parce que vous n'achetez pas, vous ne bénéficiez pas de l'économie d'échelle. Donc, il y a déjà une option, c'est que les clients peuvent inciter, s'ils veulent entrer dans un pool, éventuellement, on peut considérer tout ensemble et on fait un investissement des installateurs qui veulent entrer dans l'option libre. Donc, ça, c'est une option que les clients peuvent charger. Après l'expression d'intérêt, on va envoyer à tous ceux qui sont qualifiés sur notre application. Alors, notre innovation, si on peut dire ainsi, c'est qu'on a dans le passé noté qu'il y a pas mal de clients qui n'ont pas accès aux droits. Par exemple, quand on prend des clients qui sont dans des bâtiments, grands bâtiments, qui sont au premier ou deuxième étage, donc ils n'ont pas accès aux droits. Donc, dans ce modèle, c'est qu'on va aussi considérer ceux qui veulent mettre des systèmes pas accès aux droits, mais qui a une possibilité d'avoir un lieu où ils peuvent installer un système privé pour la conserver aussi. Donc, comme Thomas disait, que tu vas avoir des terrains, justement, là, que tu vas exploiter de l'électricité dans le réseau. Éventuellement, ça va venir comme un wheeling, mais les soucis d'acheter des kilowattheures avec un individuel ou un fournisseur, etc., ça, c'est nous qui prenons notre charge. Voilà, donc les cibles est là. Moi, je suis là pour répondre à vos questions. Merci. Merci pour ces explications. Ce que j'ai vu, c'est votre système, ça a un prix fixe pour tout ce qui est injecté dans le réseau et bien sûr, les différents clients ont des tarifs différents pour leur achat. Ça, c'est peut-être pour ceux qui ont vraiment un tarif très élevé, la différence est assez grande. Pourquoi est-ce que vous ne permettez pas, comme c'est le cas en Europe, presque partout, d'abord autoriser aussi l'autoconsommation de ces consommateurs, dans ce sens qu'ils prennent tout d'abord tout ce qu'ils ont besoin pendant la journée d'énergie, de leur production eux-mêmes, avant de l'injecter dans le réseau et avant d'importer du réseau. Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible? Tout d'abord, cette problématique qu'on avait expliquée à plusieurs reprises, tout d'abord que le prix de l'électricité, comme vous l'avez bien mentionné, ce n'est pas un prix uniforme pour tous les clients. Le prix de l'électricité, ce sont les différents tarifs, différents modèles qui sont là. Donc, il y a ce qu'on appelle des subventions croisées entre les coûts des clients. Il y a des subventions croisées pour les clients eux-mêmes. Par exemple, si je prends un cas pour une résidence, on a un modèle, ce qu'on appelle en anglais un inclining upgrade. C'est-à-dire que plus vous consommez, il faut payer plus cher. Mais il faut noter que la première 3 ou 4 blocs dans le prix, ce sont des prix qu'on appelle des lifetime. C'est-à-dire des prix, je ne sais pas en français comment on dit ça, lifetime. C'est-à-dire que même vous, en tant que quelqu'un qui a une grosse consommation, vous bénéficiez d'un prix lifetime. Alors, ce qui se passe, c'est que dans les planning upgrade, c'est vous-même qui viennent vous subventionner le prix dont vous avez recevez en lifetime. Compte tenu de cette situation, le modèle qu'on propose, si vous allez dans l'analyse, c'est effectivement du taux de consommation. Sauf que le prix du kilowattheure exporté et du kilowattheure importé ne sont pas sur le même coût, même prix de vente. Parce que quand vous exportez, il y a toutes des infrastructures qui sont système électrique, réseau, service clientèle,
la contribution que vous faites aux autres groupes de clients. Donc tout ça, ce sont des éléments dans le prix que le code à la fin de la journée, on donne 1 kW. Si on fait, comme je disais, que chaque kilowattheure exploité aura le même prix que le kilowattheure importé, à la fin de la journée, le coût du réseau, du système électrique, service clientèle, les subventions que vous faites aux autres, elles sont mieux opérables. Donc, c'est pourquoi le modèle que vous proposez ne peut pas se faire aujourd'hui, aussi longtemps qu'on n'a pas une structure tarifaire qui reflète le kilowattheure chaque année. Là, en l'occurrence, le coût de rachat de l'installation vers le grid, c'est fixé à combien? C'est à hors de 50 qu'on a mis dans le document. Donc, chaque kilowattheure exploité peut être acheté virtuel, parce que des fois, vous allez plus consommer un spot. Et le besoin d'une tarification, ça va paraître comme si vous l'avez exploité. Et la plupart du temps, les grosses boîtes vont consommer tout de suite. Donc, sauf que ça fait comme si on a passé par le réseau pour consommer. Tu vois, Thomas, tu as compris ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est une modèle qui fait comme si tu l'avais exploité. Mais des fois, tu vas plus consommer. C'est une autoconsommation. Mais si je trouve le besoin d'identification, de la facturation, il faut le faire de cette approche, sinon il n'y aura personne qui va contribuer au ça. En ce qui concerne le gross metering, quand est-ce qu'on pourrait s'attendre à avoir un draft de contrat d'achat qui serait communiqué par CEV pour qu'on puisse évaluer le management? Est-ce qu'il y aura une obligation d'achat de tous ces produits? Et, parce que tout ça, c'est des choses à considérer pour le financement du projet. Merci. J'estime, je veux dire, contrairement aux deux autres, normalement, qu'on fait une évaluation, on va allouer les capacités par rapport à des membres chaque on a fait. Pour celui-là, on va évaluer très rapidement et les contrats d'achat, ça se fera, je ne sais pas dire, de 2 semaines, un mois ou plus tard. Donc ça va se faire très rapidement. Il est indiqué dans le document que le tarif de rachat est amené à évoluer. Chaque année, il sera revu par la URL. Page 3. Qu'est-ce qui va déterminer justement le changement de tarif? Et ça va être basé sur quoi? Sur l'inflation, le CPI, l'index? Normalement, indexation en vraiment. Nous, ce qu'on fait, on regarde comment le marché, quel est le prix des équipements par rapport aux situations du marché. Donc, on reste en contact plus ou moins permanent avec l'Agence internationale de l'énergie, voir comment le prix de chaque source d'énergie est en train d'évoluer. Et comment ça reflète aussi dans notre marché. Là, on regarde, par exemple, les appels d'offres que nous lançons, quels sont les prix qu'on reçoit comme offre, et ça nous donne déjà une indication. Petit exemple, le système, les 2 projets que nous avons lancés au niveau interne, le Home Solar Project, vous savez déjà, notre projet qu'on appelle SMI, c'est la celui qui a fait l'appel d'offres. En 2017, l'appel d'offres qu'on avait lancé pour le Home Solar, on avait eu des offres par kilowatt autour de 55 000. Et puis pour le SMI, c'était autour de 46 000 par kilowatt. Aujourd'hui, la dernière qu'on a lancée, la dernière qu'on a fermé l'appel d'offres, et c'est toujours disponible, je ne sais pas sur le site web de la CP, c'est des chiffres qui sont déjà disponibles. On a 1 kW, le meilleur prix qu'on a eu. Ça ne veut pas dire qu'on a accepté le prix, hein. Le meilleur prix qu'on a eu, ça tourne autour des 35 000 par kW. Donc ça vous donne déjà une indication comment le prix
changer. Ça, on parle des systèmes qui, pas des fermes solaires. Donc, les fermes solaires, si on prend le bénéfice d'économie d'échelle, je ne sais pas, ça devait être autour du, je sais pas, 25 000 kilowatts, 25 000 chaque kilowatt, je ne sais pas, peut-être que vous allez nous confirmer, mais il y a une indication que le prix descend. Donc, nous, on prend ça comme référence, éventuellement. Celui-là, on a déterminé les prix à 50 kWh, et maintenant que le régulateur est revenu ici, l'année prochaine, on fait une petite évaluation pour regarder comment les choses ont évolué. On va déterminer un prix. On va soumettre au régulateur, je ne sais pas si ce sera déjà dans les choses qu'il a approuvé, mais ce sera des prix qu'on va faire servir pour le usage public. D'accord. Et là, vous avez peut-être indiqué dans le document que je n'avais pas trouvé, la durée de l'agreement sera comme les autres contrats de 20 ans. Comme d'hab. Sauf si le régulateur dit non, faut changer. 600. Pardon, la remarque d'elle m'amène à vous poser une question quand même. J'imagine qu'au moment où on signe l'agreement, le tarif est fixé pour la durée de l'agreement. C'est l'engagement. On ne va pas faire évoluer le prix qu'on a signé. Et ça, c'est la prochaine contrainte que vous. Bon. Merci beaucoup. Val, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en termes d'exigences techniques, en termes de communication entre ces centrales MSDG et le Control Center de la CEP, si pour vous il y aura les mêmes exigences que la centrale fasse 50 kW ou 2 MW, parce que ce pas exactement les mêmes investissements, et la communication, ça coûtait vraiment très cher. Je suis un peu d'accord avec toi. Mon collègue qui t'a chargé des étoiles, c'est lui qui va répondre. Il y a des méthodes pour chaque capacité et la communication est un peu tout diverse sur la capacité pour les centrales. Mais pour les SSJ, il n'y a pas de communication. Pour les SSJ, je crois jusqu'à 1 MW. Plus que 1 MW, il y a la communication. Surtout pour voir vous êtes technique. Moi, j'ai une question, si je veux reconnecter avec le sujet d'avant, mobilité électrique. Donc, on a entendu, même si on essaye d'expliquer, de faire de la pédagogie pour dire que sur un bilan global, ça reste quand même moins d'émissions carbone si je vais plugger au COB grid. C'est ça qu'on a essayé de dire, mais néanmoins, la volonté reste quand même chez les entrepreneurs et même chez les particuliers de se dire je veux bien passer à la mobilité électrique dès que j'ai aussi du source renouvelable. Et c'est d'ailleurs la condition pour le financement en AFD. D'ailleurs, on ne peut pas juste dire j'achète le véhicule électrique, c'est que j'achète le véhicule d'abord et j'investis dans du solaire. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune connexion, mais normalement, là, en fait, quelqu'un qui passe la phase d'appel à manifestation d'intérêt, il reçoit une lettre et ensuite l'entreprise a son autorisation d'installer 500 kW. Donc, l'entreprise peut facilement se dire je m'installe une borne avec ça, parce que ça, il a le droit, acheter quelques véhicules électriques, et ça c'est tout à fait possible, aussi longtemps que ça reste pour son usage. Voire même, c'est un peu ce que Thierry disait tout à l'heure, nous on n'a pas fait un appel, hein. On a simplement essayé de voir si les entreprises étaient prêtes à simplement partager l'énergie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune facturation possible, c'est juste que si je suis un peu à court entre Bellombre et Ibn, ça serait peut-être bien que les hôtels de Bellombre me donnent un peu accès rapidement à un peu d'énergie électrique, hop, et je peux remonter après à Ibn. Ce n'est pas un système d'appel qu'on a fait, on ne rien, mais c'était juste de se dire si le principe du partage, on peut le faire. Mais donc, a priori là, ce MSDG, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc mobilité électrique, néanmoins, ça peut aussi impulser de la mobilité électrique auprès des entreprises. Tout à fait d'accord avec toi. Peut-être quelques points là-dessus. C'est que nous, je donne un petit personnel, pour moi, c'est évident, pour chaque véhicule électrique, il faut qu'on arrive à décarboniser l'automobile. Donc, on avait discuté, Denis est là, on avait discuté avec certains consultants, on dit que nous, c'est net zero. C'est-à-dire que quand tu viens avec une véhicule électrique,
automatiquement, dans l'achat du véhicule lui-même, tu dois acheter du panneau photovoltaïque en son cours, je ne sais pas, votre système Toro, oui, je ne sais pas, mais vous achetez tout comme un package. Et puis éventuellement, parce que, comme quelqu'un qui a souligné, comme lui-même, voilà, que ce n'est pas nécessaire qu'on doit changer la voiture en même temps, parce qu'il y a des jours où il n'y aura pas toutes les radiances, l'ensoleillement qu'on aura. Donc, et puis, la voiture doit brûler au courant de la journée. Vous n'allez pas rester avec la voiture. Donc c'est que le kilowattheure produit qui rentre dans les systèmes électriques, éventuellement, est considéré pour cette voiture, qu'il soit n'importe quand vous allez le prendre, mais vous avez déjà contribué dans cette monnaie. Alors, je suis tout à fait d'accord que quand vous achetez une voiture, vous avez aussi acheté le système renouvelable. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas mettre, comme je l'ai bien mentionné, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans des flammes, des appartements. Ils n'ont même pas accès au système toit. Donc, comment mettre un système photovoltaïque chez eux? Donc là, on sait que dans le modèle, il faut venir après acheter des kilowattheures verts dans des centrales PV, éventuellement, parce qu'à la fin de la journée, vous contribuez dans les systèmes électriques et avec votre voiture électrique. Nous avons même pensé maintenant sur l'application, c'est que le fait d'encourager ce développement, pourquoi ne pas venir avec un prix plus intéressant quand vous allez changer la voiture off peak hours, parce que comme ça, ça nous bénéficiera au système électrique, parce qu'on arrive à augmenter ce qu'on appelle les autres facteurs, pour gérer les facteurs, donc ça ce sont des modèles. Et puis il faut évaluer, tout à fait d'accord là-dessus. L'électrification du secteur du transport, ça a déjà commencé. Le métro solaire, c'est électrique. Et on avait discuté avec la LVMC et Rosy Transport, on a même, avec ce modèle-là, Rosy Transport qui n'a pas suffisamment de voiture pour aller, on a pu trouver un quelque part pour pouvoir net off le voiture besoin pour le bus. Justement, par rapport à cette problématique que je comprends, vous pouvez voir par exemple quelqu'un qui fait un business de transport, peut électrifier, n'a pas de seul desservir, alimenter en énergie renouvelable ses véhicules. Le nombre de toits des bâtiments publics, l'école, l'hôpital, pourquoi pas mettre un scheme, la CV pourrait, par exemple, louer des bâtiments publics, les hôpitaux, poste de police, poste office, et en échange, faire un scheme avec les transport service providers ou whatever, où il y aurait un win-win situation, dans le sens que l'électricité libérée, vous êtes pour cette sur ces lois du gouvernement, et le financement de ça. Oui, par exemple, permettre un dialogue avec le gouvernement en termes de forex qu'on ne va pas dénoncer nous pour l'importation de hydrocarbures, parce qu'à la end de l'année, ça va être la balance des paiements du pays qui va bénéficier. Il y a un gain monétaire à faire. Peut-être que ça, pour un scheme à faire, qui permettrait d'enclencher justement l'électrification du transport, de la transport public. Est-ce que vous êtes en train de travailler là-dessus? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on veut faire, mais aussi justement, et aussi avec les ressources, parce que là, avec les 3 schemes qu'on a lancés, les autres schemes qui sont en implémentation, on doit dire que we are already squeezed. Mais, juste pour rebondir, effectivement, il y a un autre programme qui est en train d'être préparé par la PNUD et la CEB, sur le programme de ce qu'on appelle Accelerating the Transformational Shift to the Carbon Economy. Il y a un programme de 25 MW PV qu'il faut déployer, et pour aller vite, effectivement, il faut les déployer sur des toits qui sont assez grands. On a déjà commencé à réfléchir à comment faire pour faire des écoles, des collèges, etc., qui ont des toits assez grands,
rentrer dans ce programme. Et ce qui est intéressant dans ce programme, c'est qu'une école, par exemple, qui rentre dans un système qui peut installer 30 ou 50 kW PV, et qui n'ont pas besoin de ces 50 kW de leur propre consommation, aura possibilité de prendre l'excédent au réseau public, éventuellement à de revenus pour l'école elle-même. Et éventuellement, ce qu'on pensait, c'est que l'école peut mettre quelque chose de plus PV ou accélérer la pédagogie sur PV, etc. Donc, dans le programme de GCF, UNDP et les autres, il y a une contribution qui viendra du fonds vert. Et l'autre partie, soit les clients lui-même mettent leur partie, c'est-à-dire il y a une contribution à hauteur de 27% qui se peut être fournie comme capital d'investissement. L'autre partie, on verra s'il y aura une entité pour pouvoir prendre un élève pour cofinancer. Mais c'est là qu'on est en train de décider de réfléchir à ça. Et là, ce qu'on a demandé, probablement, si tout va bien, c'est qu'en janvier, on fera un genre de workshop avec toutes les entités qui vont être considérées sous cette modèle, discuter, présenter qu'est-ce qu'on sur quoi on réfléchit et s'ils sont d'accord de rentrer dans le modèle. Financement fonds vert, mécanisme. Sur les 25 MW, pour l'instant, on les draft document, c'est 10 MW household, comme maison résidentielle, 4 MW ONG, 11 MW bâtiment public. Les entités publiques, exactement. Donc les entités publiques, c'est principalement les écoles et les collèges qui peuvent retrouver. Ça c'est rendez-vous janvier pour savoir un peu plus la suite. Si tout va bien. Pensez d'organiser un événement où on pourrait discuter, consulter avec tous les stakeholders. Peut-être pour en revenir à la question qui a été posée sur le timeline. Je pense que c'est long, hein, la réponse qui a été donnée, 2 semaines ou bien 1 mois. Peut-être serait bien qu'au niveau de CEV, on fait un travail, qu'on a un timeline qui soit clair, indépendant et puis transparent. Pourquoi? Parce que ça va créer l'ambiance nécessaire pour pouvoir comprendre l'écosystème de MSDG. Alors, c'est pourquoi ce serait bien, c'est pas, je n'ai pas vu dans tous les détails du communiqué, ce serait bien d'avoir un timeline qui soit établi, 1 month, ou bien 5 semaines, où il y a des réponses et la mise en œuvre du programme. Ça, c'est la première question. Deuxième question, bon, qui a été répondue, mais si le URA va revoir les tarifs et qu'il y a un accord qui serait dans la durée, bien sûr, comment réconcilier s'il y a un changement au niveau dans les tarifs? Ça va impacter le prix d'achat du CEV. Est-ce que c'est quelque chose qui est contractuellement, c'est fait, ça va rester, ou bien c'est quelque chose qui va être revu? Je pense qu'il faut avoir un minimum de payback pendant 5 ans ou 7 ans ou 8 ans, et puis revoir en fonction des développements du URA pour avoir une visibilité et établir un écosystème qui soit approprié pour les personnes de planifier leurs investissements. Merci. Alors, pour la première question, nous, on peut déterminer un timeline. On peut vous dire que normalement, vous aurez une dette d'argent. Mais notre expérience avec les installateurs, qu'on retrouve les monteurs, c'est que bien des fois, on reçoit des documents qui ne sont pas complets. Et là, on n'arrivera jamais à donner un timeline aussi longtemps qu'on n'a pas un document qui est complet par rapport à ce qu'on a demandé. Qui met même dans une situation délicate, dans le sens que je vous ai cité 1 mois, mais quand je regarde votre document, il manque tellement de choses que je ne vais pas respecter ces 1 mois. Donc, c'est quelque chose que mais difficile de dire exactement. Mais nous avons un objectif, avoir au moins 35% d'énergie renouvelable dans le système à 2025. On a un roadmap qui a été défini. Le 2020, on doit arriver tant de solaire, l'utility scale, tant de solaire
petit système. Donc, the onus is on us now to make the thing move. Donc, nous, on fera tout l'effort parce que c'est notre objectif d'accélérer et de donner de la pouvoir le plus vite possible. Ça, je vous donne la garantie parce que je suis moi-même impliqué dedans. Je peux, juste un point de clarification. Si je peux, je prends le point pertinent. Donc, je prends l'exemple de Ease of Doing Business, où il y avait un groupe de travail, Business Launchers, avec EDB, sur des guidelines pour la mise en œuvre. Aujourd'hui, nous sommes 13e, Ease of Doing Business au niveau mondial. Il y a un travail qui a été fait. Par exemple, s'il y a une application, et l'application est soumise, il y aurait un checklist travaillé allant des SEV, ces business launchers, volontaires de regrouper un checklist en termes de documentation pour la soumission. Avec cette checklist-là, on ne peut pas faire le aller-retour en ce qui concerne documentation soumission. On peut corriger ça et ce serait intéressant. Pourquoi? Parce que ça va aider pour pouvoir mettre les targets établis au niveau de nos stratégies de 2020 et 2025. Alors, peut-être pour résoudre en partie les problèmes du CEB, avoir un joint working group pour établir dans les soumissions des documents les checklists avec les timelines. Et ça peut emmener un changement de fond. Alors, je voulais dire que c'est un problème qu'on a eu dans d'autres secteurs qu'on a pu régler et ce serait pas mal de pouvoir essayer d'appliquer ce qu'on appelle dans le Building and Land Use Permit pour pouvoir régler ça au niveau des MSDG. Ça peut aider, ça en Iqbal et Michael. Oui, bien sûr. Bien noté. Et juste pour ajouter là-dessus, c'est que nous avons travaillé avec Libby sur le lead licensing. Et sur le lead licensing, il y a déjà le procédé de SSCG et MSCG, le flowchart, comment on arrive à implémenter un projet. Donc, c'est noté, on peut travailler et voir dans la mesure du possible comment arriver à définir certaines timelines avec toutes les documentations, les marges, tout ça, pour qu'on puisse faire les choses avancées. Maintenant, en ce qui concerne les prix d'achat avec les régulateurs, donc l'électricité à 2005, que nous espérons va être programmée le plus tôt possible, plutôt possible parce que c'est défini dans cette législation comment le procédé est par rapport aux tarifications, aux tarifs, aux échanges électriques que chaque opérateur doit suivre. Donc, nous, en tant qu'opérateur, on doit soumettre notre proposition au régulateur et ce régulateur est déterminé ce qu'on a soumis et d'après les règlements. Alors, le prix qui a été agreed, on dit, avec le parti, it's going to be a price that is fixed in the contract. We're not going to index it, neither renégocier ce prix. C'est là par rapport au investissement qui a été fait à ce point. Le futur investissement qu'on va faire, à ce moment-là, il faut regarder qu'est-ce que le marché offre. Et là, on va déterminer, on va évaluer notre prix, notre proposition, on va soumettre au régulateur pour éventuellement déterminer, lui, il y a toutes les compétences nécessaires pour éventuellement déterminer est-ce que le prix reflète ce que le marché offre. Donc, si c'est un prix, on va tomber d'accord, c'est ça, c'est le prix qui va entrer dans le contrat. Et aussi, une fois rentré dans le contrat, alors, la DIS. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu et de venir nous partager ces informations autour du MSDG. Donc c'est premier arrivé, premier servi. Et si je comprends bien, c'est déjà bien en vie depuis fin de week-end. Et ça permettra aussi de voir comment les entreprises ont peut-être aussi arrivé à collecter mobilité électrique à ce MSDG. Il nous reste 5 petites minutes pour clôturer. Et je m'excuse déjà pour ceux qui auraient voulu entendre parler de bâtiments, parce que c'était bien plus de planning, mais on a voulu changer pour pouvoir donner place à MSDG CV. Donc Tony accepte il accepte qu'on en parle peut-être dans une prochaine réunion
cette partie de bâtiment, aussi parce que on avait, dans le cadre de la mobilité électrique, on avait prévu de faire une petite démo du bus électrique. Donc il est sur le parking, il nous attend. Donc le bus électrique dans notre transport, pour ceux qui veulent bien rester avec nous, et parce qu'on avait prévu aussi de faire un petit afterwork juste dans le lobby d'entrée là. Donc il nous reste juste 5 minutes pour clôturer, ensuite, si vous voulez bien, on ne va pas sortir des bennes, sinon on ne rentrera pas à 8 heures, mais on va juste faire un tour jusqu'au LSI et revenir sur le parking ici. Donc ceux qui veulent bien faire ça, et puis on terminera avec un petit afterwork networking. Je vais juste faire un petit follow-up de notre club du 25 juin, si Didier veut bien se joindre à moi sur le plateau central ici. C'est-à-dire, le 25 juin, on avait parlé de recherche et développement, recherche appliquée, avec l'Université de Mascarène et en partenariat avec l'Université de Perpignan. Et donc, Didier Ossel est vice-président de l'Université de Perpignan en charge des relations internationales. Et je vais juste nous dire qu'est-ce qui s'est passé entre 25 juin, où on avait parlé de possiblement modélisation du marché de l'énergie, à aujourd'hui. Et voir si le club permet effectivement de faire marcher les choses. Oui, le club a réellement permis de booster ce projet qui était, on va dire, un petit peu généraliste, de le préciser vis-à-vis du contexte mauricien, de renforcer l'implantation, le développement du travail sur le management de l'énergie au niveau de l'UDM. Nous avons ici Nirman, il ne marche pas. Bon, mais je parle fort en général, donc le micro est assez inutile. Donc de renforcer le positionnement de l'UDM dans le management de l'énergie. On en est à un projet, on est en train de construire un projet sur 3 ans avec donc l'Université de Perpignan, l'Université de Mascarène, Business Mauritius en soutien, et on espère vous tous lorsque ce sera mis en place. On est sur un thème qui est le Demand Side Management. Je vous en avais parlé un petit peu en juin et je pourrais préciser plus tard s'il y a une autre occasion ce que c'est, comment ça marche et où on va. Et on a même une nouvelle idée qui est très très récente, suite à des discussions récentes, qui est ce que l'on appelle le Green Power Dispatch. Voilà, et ça c'est un projet vraiment très ambitieux au niveau de la transition énergétique à Maurice. Merci pour avoir fait ce petit récap. Et donc, il y a une équipe d'enseignants-chercheurs qui s'est mise en place, qui travaille déjà sur un projet de concept neutre, on va dire, pour faire sa R&D appliquée, de mobiliser un ou deux de nos étudiants aussi en local qui est déjà dans ce master énergie, et aussi d'avoir un lien avec Perpignan. Et donc, quand on parlait de Demand Side Management, en fait, c'était aussi d'arriver à avoir des discussions avec l'opérateur national, un CEB, de voir ce qu'on pouvait faire en termes de capacité de production que le privé dispose aujourd'hui sur les hôtels, sur les industries, etc. Même si c'est de la production carbonée, mais c'est peut-être essayer de voir si on peut faire de l'écrétage de la pic de consommation, et donc de voir aussi avec vous si ça pouvait aider dans l'investissement en capacité supplémentaire sur le réseau, de faire la gestion des pics à travers des capacités déjà existantes dans le privé, et non pas peut-être investir dans d'autres capacités au niveau du secteur public. Voire en lien avec le développement de la mobilité électrique. Ça, c'était la dernière chose effectivement qu'on a discuté la semaine dernière, c'est de rajouter un volet mobilité électrique. Lorsqu'on parlait tout à l'heure, donc quel tarif, pas de tarif. Est-ce que si on modélise ça avec des outils numériques, on pourrait avoir des arguments un peu plus précis pour discuter avec les opérateurs publics et le gouvernement. Donc ça, c'est un suivi que je voulais juste vous faire part. Si vous voulez avoir fait en plus, évidemment, dans le bus ou dans le networking ici. Sinon, on reste à disposition aussi pour vous parler de ce projet recherche et développement appliqué, l'Université de Perpignan, UDM en local et Business Mauritius pour la partie Business Community. Voilà, merci. Je vous remercie tous également pour votre patience et disponibilité pour les interactions que vous avez pu avoir avec nous jusqu'à maintenant. Ce que je propose, c'est sans tarder, comme je vous dis, c'est on ressort juste sur le parking juste là et le bus il est là, pour ceux qui veulent bien faire cette petite démo. Sinon, je crois qu'on peut aussi commencer à servir, parce qu'en fait c'est 34 places maxi. On va voir s'il y a trop, on fera deux tours. Voilà. Mais donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit en question.
Et évidemment, on va essayer de vous revoir. Vous aurez invité vers le mois de janvier-février. Cette fois-ci, on a fait une demande auprès du ministère, pour avoir un représentant du ministère, voire peut-être même le ministre qui pourrait être présent pour nous parler de différents sujets sur la transition énergétique. Voilà, merci, à bientôt.